sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Restez en position d'écoute tout de suite. L'actualité. 9e sommet de la conférence de Grand Lac qui s'est tenu dans la capitale congolaise. Au terme de cette conférence régionale, les participants ont réaffirmé leur soutien au processus de paix en République démocratique du Congo. Ces pays membres appellent également aux agresseurs au respect et à l'application de la résolution 2773 de l'ONU exigeant les retraits immédiats des troupes agresseurs, sur les sols congolais. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé cette conférence. Revivons en images dans ce reportage. Ils sont venus de toutes les provinces de la RDC et même de la diaspora pour ces 3 jours de réflexion voulus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette table ronde de l'entrepreneuriat des jeunes réunit les responsables étatiques, différents participants issus des institutions du secteur public et privé, des acteurs de la société civile, ainsi que des partenaires au développement. En toile de fond, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, 2 piliers essentiels du développement national au cœur de l'action présidentielle. En ouvrant les travaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les débats autour des stratégies qui visent à résorber le chômage et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Représentant 65% de l'ensemble des citoyens, la jeunesse reste le moteur du développement national. Je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous directement. Je connais vos doutes, vos frustrations, parfois votre colère. Je connais aussi votre courage, votre intelligence, votre capacité à vous organiser, à innover, à entreprendre, même avec très peu. Je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas un fardeau à gérer, vous êtes la chance et la solution de cette nation. Sur ces mots, je déclare ouverte la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et je vous exhorte à des travaux sérieux, francs, inclusifs et orientés vers des résultats concrets. Que vive la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Bien avant les chefs de l'État, le ministre de PME a détaillé les objectifs généraux et spécifiques de ces assises. Chacun des acteurs devrait faire le nécessaire pour que la situation change. La représentante de la fondation Tony Elumelu a quant à elle présenté l'objectif social de leur fondation qui donne des réponses aux questions de l'employabilité des jeunes. Après l'éboulement dans un site minier clandestin à Moulondo, un drame qui a endeuillé la province du Lualaba en particulier et la République démocratique du Congo en général, le gouvernement central a dépêché une équipe sur place pour évaluer la situation et prendre des mesures urgentes en attendant des enquêtes sur terrain et établir les responsabilités à la tête de cette délégation. Le ministre des Mines, Louis Atom, Cédric Kenina. Drame de Moulondo, des mesures fortes annoncées. 3 jours après l'éboulement meurtrier survenu sur les sites miniers de Moulondo, nous sommes dans la province du Lualaba. Drame ayant coûté la vie à près de 35 creuseurs artisanaux, le ministre national des Mines, Louis-Watum Kabamba, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits et annoncer des premières mesures. À la tête d'une importante délégation composée notamment du conseiller du chef de l'État au Collège des Mines, des autorités provinciales du Lualaba et des responsables de structures sous tutelle, les ministres ont été accueillis par une foule dense d'exploitants artisanaux, visiblement
affectés par les drames. Inspection minutieuse et dialogue direct. Pourquoi entre vous, vous n'êtes pas organisés? Pour dire que, par exemple, aujourd'hui, c'est autant qui vont entrer. Les autres restent dehors. Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser comme ça? Les patrons des mines ont personnellement inspecté les sites, posant des questions précises à toutes les parties prenantes pour reconstituer les fils des événements. Le chef de l'État qui m'a donné des instructions précises en venant ici, pour dire qu'il suit cette situation de près, il veut un rapport clair, que ceci ne se reproduise plus. Nous devons lui donner des sites d'exploitation artisanale viables. Après avoir reçu les explications, l'UATU m'a adressé les condoléances officielles du gouvernement aux familles endeuillées et a rappelé les suivis attentifs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et restons toujours au Lualaba, l'incident survenu dernièrement dans cette province a également fait objet lors du dernier conseil des ministres, une affirmation du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui indiquait sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a dépêché une équipe gouvernementale sur place, une délégation porteuse d'un message de réconfort aux familles des victimes. Jacques Abouabam Koumina Segoudoura. Lors d'un point de presse tenu le lundi 17 novembre, le ministre de la Communication et Médias a confirmé l'ampleur des drames survenus le 15 novembre dernier dans la province de Lualaba. Selon les autorités provinciales, les bilans provisoires s'élèvent à 35 morts. Des équipes spécialisées ont été dépêchées sur place pour identifier les victimes, prodiguer les soins aux blessés et sécuriser la zone afin d'éviter tout nouvel incident. Nous sommes revenus plusieurs fois au Conseil de ministres sur la sécurisation de ces mines et comment on réglemente justement l'accès, parce qu'il y a beaucoup malheureusement des compatriotes qui prennent des risques d'infiltrer les sites miniers et qui parfois peuvent se terminer dans cette situation de drame que nous connaissons. Nous aurons l'occasion de venir dans le détail avec les éléments de réponse que nous apportera le ministre de Mines au terme de sa mission, et nous pourrons édifier la communauté nationale sur ces sujets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais parce qu'on parle de ces situations dramatiques, toute la situation, par exemple, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans l'Ituri, nous suivons assidûment et avec les différents gouverneurs militaires sur place, nous nous assurons de donner les réponses de tout type d'ailleurs, les réponses sécuritaires, mais aussi des réponses humanitaires ou de soutien à toutes les familles qui sont, par exemple, victimes des ADF. Le porte-parole du gouvernement a assuré que l'exécutif, en coordination avec les autorités provinciales, les services de sécurité et les équipes techniques, restent pleinement mobilisés pour apporter des réponses sécuritaires, humanitaires et sociales aux communautés affectées. Enjeu de la tenue à Kinshasa du 9e sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région du Grand Lac dans un contexte de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Toile de fond du briefing co-animé entre le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzulini, et son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouler. À la première question du journaliste qatari sur l'importance que revêt la visite de l'émir du Qatar à Kinshasa ainsi que l'apport économique qu'apportent ces pays amis, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Alain Mukoko Samba, répond. Il y a eu la signature de cet accord important qui prélude de la restauration de la paix. L'émir a joué un très grand rôle pour ce résultat. Mais il y a un autre événement important, c'est la signature d'une série de lettres d'intention début septembre de cette année avec Al Mansour Holding pour un paquet d'investissement à hauteur de 21 millions de dollars. Nous pensons donc que la prochaine visite de Son Altesse l'Émir va donner le temps pour que ces projets puissent se réaliser dans les meilleurs délais possibles. Pour la question qui concerne le niveau des relations bilatérales entre Kinshasa et Doha, le patron de l'économie congolaise a reconnu que le niveau n'est pas encore à hauteur voulue. La RDC souhaiterait voir les investisseurs qataris placer leurs fonds importants, entre autres, dans les secteurs de transport et celui des énergies. Autant il doit s'intégrer aux autres États de la région, partant du Cameroun, traversant du nord-ouest au nord-est de la RDC en allant vers l'Ouganda et vers le Kenya et la Tanzanie. Si vous prenez la région des Grands Lacs au sens étroit, donc entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, il y a tellement d'intérêts économiques communs qu'on ne devrait même pas en réalité parler de guerre, on devrait parler beaucoup plus de projets économiques intégrateurs
Dernière et troisième question de cet entretien. Quel est le message que l'économiste national congolais adresse-t-il aux investisseurs du Qatar? Ce pays, pour mieux le connaître, il faut l'explorer, il faut le parcourir. Il faut voir le potentiel du fleuve Congo comme un boulevard de transport. Il faut voir l'importance d'une ville comme Kisangani sur le fleuve Congo, une porte vers Kinshasa, mais également une ouverture vers l'Afrique de l'Est. C'est cette vue plus dynamique qu'il faut. Le sujet de l'intégration régionale de la RDC dans la région a également été abordé. Pour Daniel Mukoko Samba, il serait préférable que le Qatar finance des projets d'intégration régionale qui leur seront profitables. L'Afrique célèbre le 18 novembre de chaque année la journée de la statistique. Le ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo, dans son message, s'est penché sur les thèmes de la journée, tirer parti des innovations en matière de données et des stratégies pour promouvoir une société juste, pacifique, inclusive et prospère pour les Africains. Yvette Mankontima. La date du 18 novembre s'inscrit sur les agendas comme étant la journée africaine de la statistique, une journée annuelle visant à sensibiliser à l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique du continent. Elle est célébrée pour souligner le rôle des données fiables dans la prise des décisions et la planification des politiques publiques, comme le souligne le ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo Mbouizia. Les statistiques fiables, disponibles et accessibles permettent en effet de mieux orienter les politiques publiques, de renforcer la gouvernance et de favoriser la paix, la justice, la prospérité en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Les systèmes statistiques robustes sont indispensables pour éclairer les décisions et suivre les progrès réalisés. Dans un contexte où la demande des données fiables ne cesse de croître sur la gouvernance, la justice, l'inclusion ou l'économie, il devient donc urgent d'accroître les investissements dans l'innovation statistique. Pour relever ce défi, les pouvoirs publics sont appelés à moderniser les outils technologiques et à diversifier les sources des données. Intelligence artificielle, mégadonnées, sources administratives, données mobiles, réseaux sociaux, SMS, plateformes open data, etc. Ces innovations permettront de produire et de diffuser des données en temps réel, accessibles à tous et exploitables pour une meilleure planification du développement. Ceci dit, les données fiables sont cruciales pour la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques publiques et pour le développement durable du continent noir et, plus spécifiquement, de la République démocratique du Congo. Lancement à Bouta dans la province du Bazouélé, la campagne de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Les acteurs territoriaux formés vont à leur tour faire la restitution de ces connaissances acquises au sein de leurs entités respectives. Tenez, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, qui a donné le goût de ces travaux. Reportage. Un événement majeur à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé, lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux sur la gouvernance sécuritaire des proximités. Sous la présidence du vice-premier ministre et ministre Jacquemain Chabani, en charge de l'intérieur, de la sécurité, décentralisation et des affaires coutumières, la cérémonie a réuni autorités civiles et militaires. 380 acteurs territoriaux formés pour relayer ces réformes dans leur entité deviennent les relais essentiels de cette initiative. Pour Alphonse Ntambwe, directeur des cabinets adjoints du vice-premier ministre, cette appropriation constitue une réponse concrète aux défis sécuritaires persistants. Le gouverneur du Bazouélé, Mike David Mokeni, a salué la détermination du vice-premier ministre à renforcer l'efficacité des comités de sécurité appelés à fonctionner dans toutes les provinces. Jacquemain Chabani Louko a rappelé l'obligation légale de tenir régulièrement les réunions des comités provinciaux et locaux, insistant sur le respect strict des délais. La tenue des réunions de sécurité en format restreint chaque semaine, je dis bien chaque semaine,
avec la participation de tous les responsables des services et l'organisation chaque mois des réunions de comités de sécurité élargis, au moins une fois chaque mois, auxquels devront désormais participer les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les forces vives de la société civile, constitue une obligation légale et réglementaire à respecter sans faille. La cérémonie s'est clôturée par une remise symbolique des certificats à quelques participants, marquant l'engagement des acteurs formés. À ce jour, 3307 acteurs territoriaux ont déjà été formés. Les Bazouélé devient la 9e province à bénéficier du programme. Prochaine étape, les Haut-Ouélé. La marche est certes longue, mais l'on y est presque avec les réformes au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est arrivé à Kananga, dans le quartier central, pour sensibiliser les agents publics sur les réformes, notamment le régime de sécurité sociale. Nadine Kilocho, Cédric Kenina, sur les images de Moki Malouma. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, poursuit sa tournée de terrain dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Ce lundi 17 novembre 2025, il a foulé le sol de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Accueilli avec ferveur par les autorités locales, les agents publics et la population. Objectif principal de cette mission, sensibiliser les agents et cadres de l'administration publique aux différentes réformes engagées par le gouvernement de la République. Je suis venu pour sensibiliser les agents et fonctionnaires de l'État sur les différentes réformes que nous portons actuellement à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République afin de redresser notre administration publique. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a appelé à un engagement collectif pour réussir cette réforme qui vise à moderniser l'État et à replacer le fonctionnaire au cœur du service public. Le président de la République nous a demandé de mettre sur pied un système de sécurité sociale garantissant la dignité et l'honneur à chaque fonctionnaire après sa carrière. Et c'est ce que nous avons fait à travers le renforcement de la CENSA, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une administration performante, responsable et proche du citoyen. Nous sommes satisfaits en tant qu'agents de l'État responsable de tout ce qui s'est passé vraiment aujourd'hui. Après les financements des différents projets de la BAD en République démocratique du Congo, l'air est à l'évaluation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la BAD organisent les travaux de la revue de performance. L'idée est d'examiner et évaluer ces financements. Edith Chala pour d'autres détails. D'où venons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous? Le financement de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo est en train d'être passé au crible. Le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo organisent la revue de performance du portefeuille pays. Cette revue vise à évaluer l'état de mise en œuvre des opérations financées par la Banque africaine de développement, examiner la performance globale du portefeuille et identifier les mesures correctives nécessaires pour en améliorer l'efficacité et l'impact sur le développement. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, et la vice-ministre des Finances, Grace Yambakazadi, ont rehaussé de leur présence cette activité. Parmi les bénéficiaires de ces financements se trouve le Fonds social de la République démocratique du Congo et son coordonnateur, Philippe Ngwala Malimba, reconnaît la pertinence de cette activité. Cette initiative-là, chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement, qui consiste à pouvoir évaluer l'état de mise en œuvre des différents projets du portefeuille, identifier les contraintes, les faiblesses et les forces, mais déterminer également un plan d'amélioration de la performance pour les prochaines années. D'autres bénéficiaires, comme les pro-ADER, reconnaissent la nécessité d'une réflexion profonde pour corriger les erreurs et améliorer les performances. Nous avons commencé avec les opérateurs et aujourd'hui nous sommes déjà autour des 13 opérateurs qui sont dans les 7 provinces du travail. Pendant 3 jours, le groupe de la Banque africaine de développement, les experts et tous les autres acteurs bénéficiaires du financement de la Banque africaine de développement réfléchissent pour un nouveau départ.
La RTNC était à l'honneur ce mardi. Les journalistes de la télévision nationale ont visité les installations de ces médias publics, chaîne des grands événements, de par les studios radio en passant par le studio Maman Nguebi pour chuter au studio Jean-Pierre-Henri Kasangana. Patricia Ongo revient en images. Tout a commencé par une visite de courtoisie dans le bureau de travail de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo. Les journalistes de la radio-télévision nationale du Qatar ont passé en revue différents domaines de coopération entre les deux chaînes nationales. C'était avant de visiter les studios Maman Nguebi, le studio radio rénové avec des équipements Pempa neufs. Le clou de cette visite, c'est le studio JT baptisé Jean-Pierre-Henri Kasangana Mbengo. Les hôtes de Sylvie Elengue Nyembo se sont dit impressionnés par la qualité du travail qu'abat la télévision nationale congolaise dans la couverture de grands événements, notamment le processus de paix des Doha, ce qui traduit l'excellence de relations qui existent entre le Qatar et la République démocratique du Congo, deux pays amis. Nouvelle baisse des prix du carburant à Kinshasa. Le gouvernement congolais a harmonisé ses prix à la pompe au taux d'échange. Notre concert Diène Balaka était sur terrain pour faire le constat. Malgré l'appréciation des francs congolais face au dollar américain et la baisse des prix de carburant, actuellement, les prix des transports à moto n'ont pas suivi cette courbe. Bien au contraire, les tarifs varient selon les heures, la distance, les milieux et l'apparence du client. Ici, au quartier Yoloezu, dans la commune des Kalamou par exemple, les conducteurs des taxis motos interrogés à ce sujet justifient plutôt leur comportement par des multiples raisons. Nous avons constaté que le prix des motos augmente selon l'heure. Si vous êtes avant midi, en commençant de 8h, soit 6h à 12h, vous allez payer le prix autrement. En dépassant 12h, l'après-midi, le prix de moto, maintenant le prix que vous avez payé le matin, c'est fondé avec le prix que vous allez payer les après-midi. La situation similaire s'observe au rond-point Kitambo Magasin, à l'arrêt de bus, à Sanef, ainsi qu'au rond-point Willery, à Lingwala. En dépit des arguments avancés par les conducteurs des taxis motos, les passagers estiment la force étant à la loi. La grille tarifaire émise par l'autorité urbaine de Kinshasa devait être respectée par tous et n'est pas donner l'impression que les conducteurs vivent dans la jungle. Il est vrai qu'ils sont en train de chercher leur argent. Nous ne refusons pas, mais qu'ils puissent aussi penser à nous, qu'ils se mettent à notre place. Cette disparité n'est pas normale. Nous demandons aux autorités compétentes d'intervenir pour stabiliser les prix des transports. Un constat tellement amer par rapport au secteur du transport. Moi, je dirais que c'est par rapport au problème d'informel du secteur d'abord, par rapport aux usagers, parce que la responsabilité, quant à moi, je trouve que la responsabilité, elle est partagée. Lorsque vous venez le matin, vous avez un autre prix, et puis le soir, il y a également un autre prix, parce qu'on ne sait pas quel est le prix fixe, quel est le prix beaucoup plus approprié dans ce secteur, dans un tel arrêt jusqu'à un autre arrêt. Les ministres provinciaux des Transports, la ville de Kinshasa, Jésus Noël Cheki, a d'ailleurs réitéré l'interdiction formelle de pratiquer des tarifs supérieurs à ceux fixés par la réglementation en vigueur. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de souffrir dans ces métiers. Comment gagner de l'argent quand on transporte seulement que des personnes? Voyez-vous? En attendant les réajustements des prix des transports en commun, tels qu'annoncés par les autorités urbaines de Kinshasa, aux conducteurs des taxis motos de faire preuve d'empathie et d'humanisme vis-à-vis de leurs clients qui ne savent plus à quel sens se vouer. Un reportage signé Serge Merlin Mata. Des têtes d'érosion des Nzolana transforment progressivement ces secteurs en paysage dunéaire avec le retour de la dame pluie. La situation risque de s'aggraver, alerte la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Reportage.
Mardi 18 novembre 2025, sur instruction du ministre des Infrastructures et Travaux publics, une mission technique a été dépêchée en urgence au quartier Bumba, dans la commune de Ngalema, par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nikonza Ouzao, pour arrêter les mesures nécessaires en vue d'un lancement imminent des travaux de lutte contre une érosion qui progresse en direction de l'avenue Nzolana et l'école SK et qui a déjà coupé l'avenue Révolution. CISC SA, qui financera ces travaux, et Grec8, qui en assurera l'exécution, étaient aux côtés des experts de la CGT. La visite minutieuse a été complétée par un échange avec les riverains en quête d'assurance. Mais maintenant, comme on nous assure que l'argent est là, vraiment, nous espérons que d'ici là, les travaux vont commencer. Le rétablissement de l'avenue Révolution, la construction de collecteurs d'évacuation des eaux pluviales vers l'exutoire naturel, qui est une petite rivière au pied du ravin, sont prévus. L'ingénieur Kevin Babaka Lelo est le directeur provincial de la CGT Kinshasa. Dans les très prochains jours, les travaux vont démarrer parce que l'autorité de tutelle, le ministre de l'Infrastructure, a déjà pris des dispositions pour que les ressources nécessaires à ces travaux puissent être mobilisés. Nous pouvons rassurer la population que la situation est vraiment prise à bras le corps et la solution sera rapidement trouvée. Ces interventions visent à sécuriser durablement les habitants du quartier, à protéger les ouvrages existants et à préserver l'avenue Nzolana, un axe routier important qui a amélioré la mobilité dans l'ouest de Kinshasa. Culture, les amoureux de la lecture appelés à l'appropriation des acquis de la conférence débat de l'appropriation du livre intitulé Rwanda, Assassins sans frontières. Serge Malemata pour les détails. Son parcours politique remarquable lui a valu cette reconnaissance des communicateurs Œil de Fachi. Eugène Diomindongala aurait été cet acteur politique qui est parmi ceux qui ont combattu à l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Un profond marque de reconnaissance par rapport à ces discernements, de ces diplômes de mérite. Nous sommes vraiment ravis de votre geste qui nous va droit au cœur. Nous remercions les groupes des communicateurs Fachi par rapport à ce geste qui est un geste de réconfort et d'encouragement pour nous, puisque nous pensions que nous étions dans un désert où peut-être que nous crions sans que les gens n'aperçoivent ce que nous disons, mais là, nous nous rendons compte que notre cri est quand même entendu. Et par rapport à ces gestes, nous vous disons merci. Sa notoriété a dépassé les frontières du Congo central, sa province, pour se positionner en homme d'État. Diomindongala de Dynamique chrétienne est un allié de taille du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'émergence d'un Congo nouveau et émergent. Et 100 jours après sa prise de fonction, le ministre d'État aux relations avec le Parlement dresse un bilan positif. Guy Lwandomboyo a, au cours d'un point de presse, rappelé les réformes et innovations initiées à impact visible pour le bon fonctionnement de ces secteurs et le bien-être de tous. Commentaire. 100 jours après sa prise de fonction à la tête d'un ministère désormais passionné comme la voie du dialogue institutionnel et les socles de la souveraineté nationale, le ministre d'État aux relations avec le Parlement, Guy Lwandomboyo, a adressé un bilan clair de ces innovations conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de la Première ministre, Judith Suminwa. Nous avons proposé au gouvernement la création d'une académie parlementaire, qu'on appelle APA RDC, qui est une formation contenue dans le cadre du droit parlementaire, de l'exercice de pouvoir public. Il était question que celles et ceux qui sont concernés par ce travail puissent acquérir des compétences, de l'expertise dans ce qui concerne les droits parlementaires, la logistique, la communication politique et tant d'autres modules qui sont prévus. Dans le cadre de l'hémicycle, non seulement on va commencer à publier ces rapports de vacances parlementaires, cela se fera en collaboration avec le président de deux chambres. Le ministre d'État aux relations avec le Parlement, Maître Guy Lwandomboyo, a confirmé au Chevalier de la Plume qu'en 100 jours, ce ministère est devenu un levier stratégique à travers des initiatives innovantes. Le message est clair, l'heure du dialogue institutionnel fort a sonné. Cette nouvelle avant de boucler complètement ce journée, la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo a appris avec émotion un incident mortel qui s'est survenu le samedi dernier dans les mines de Moulondo. C'est drame qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes.
congolais, au nom de toutes les sociétés minières et de toutes les autres entreprises membres de la FEC, adresse ses condoléances aux familles éprouvées, à la corporation des miniers artisanaux et à la grande famille de la province du Lualaba. Voilà qui me fait un journal coordonné par Guy Matondo, réalisé par Pécho Moubenga et Mamita Bangoulou. Émile Zola a assuré sa partie technique et a retrouvé Marie Kalong à 13h30 pour la suite avec l'actualité. Dans longtemps, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes.